Je vais parler surtout d'une pièce de théâtre qu'il a écrite dans les années 90 qui s'appelle Pierre ou les taches solaires, Pierre, le tsar de la Russie. C'était une pièce de théâtre qui a connu un succès retentissant à l'époque, justement parce que c'était juste après, bon, vraiment très près de la révolution roumaine. Et c'était très intéressant parce qu'il mettait en parallèle, voilà, d'un côté l'Ouest, de l'autre côté l'Est, et en confrontant justement les deux préjugés, les préjugés qu'on se fait d'un côté et de l'autre du mur respectif. Donc voilà, je vais vous présenter en premier la personnalité de Vlad Zografy. Après, je vais discuter quelques fragments de cette pièce. C'est un humour fou qu'il développe dans la plupart de ses pièces. J'ai choisi quelques extraits. Parmi les dramaturges roumains des années post-89, Vlad Zografy est peut-être le plus inquiétant et le plus difficile à cerner. Son œuvre singulière est ponctuée par des incursions mythologiques et historiques réinterprétées en clés contemporaines. Oedipe à Delphi, Pierre ou les taches solaires et Le roi et le cadavre, une pièce retravaillée à partir du fameux livre initiatique de Heinrich Zimmer. Zografy questionne tour à tour les théories de la représentation et du théâtre, notre condition en tant qu'être sensuel et pensant et nos paradoxes historiques. Il privilégie une écriture minimaliste à portée métaphysique. Et c'est pour ça qu'il est vraiment, il fait figure à part dans le théâtre, dans le paysage théâtral en Roumanie, justement parce qu'il se pose énormément de questions métaphysiques et très philosophiques d'ailleurs. Dans la plupart du temps, les gens ont du mal à le placer. À quel courant est-ce qu'il appartient? C'est une question qui reste la plupart du temps sans réponse. La force du langage qu'il déploie dans ses pièces débouche sur une attaque contre la logique, à la manière de Ionesco, et ce faisant met en avant une vision de la complexité de l'existence humaine et de l'événement tout à fait surprenante, sans doute attribuable à sa formation en physique quantique. Je fais le choix de parler tout particulièrement de Pierre ou les taches solaires pour mettre en valeur l'imaginaire dispersé à partir duquel Zografy s'attaque à la civilisation et à la barbarie, à l'impossibilité de changer l'humain et à la fragilité de l'action dans le contexte de deux solitudes au cœur de l'Europe. Cette pièce de théâtre, qui a connu un succès retentissant, a été jouée à la Bonner Biennale et représente une synthèse théâtrale du message politique, métaphysique et poétique de l'auteur. Pierre ou les taches solaires, écrite en 1995, met en scène le scénario suivant. Le tsar de la Russie, Pierre, débarque en France en 1717 avec une cohorte de barbares russes, ses conseillers, ses bouffons et ses politiciens. Au-delà du mobile déclaré de leur affaire diplomatique, le but inavoué est celui de trouver le seul personnage digne d'intérêt aux yeux du tsar, notamment le philosophe cynique Pierre de la Manque. Pierre, le tsar russe, demande à ses gardes de fouiller la capitale française afin de trouver le dernier cynique qui dort dans des cimetières. Voilà, il y avait quelqu'un aujourd'hui, c'est Ruxandra, qui disait tout le monde est un cimetière, il n'y a que les poètes qui sont vivants. Donc voilà un autre poète, un autre philosophe qui est vivant, Pierre de la Manque, qui dort dans les cimetières. Et c'est pour lui, et d'ailleurs, que Pierre, le tsar, vient en France. C'est au moins ça la vision de Zografy, justement pour le trouver et pour le conseiller par rapport à la question comment peut-on changer l'humain. On verra ce que ça donne. En prenant comme cadre un moment historique précis, Zografy n'a pas du tout l'intention de créer une typologie psychologique ou historique. L'auteur se méfie de typologie, ce qu'il affirme ouvertement dans son texte L'infini du dedans. Ces pièces de théâtre veulent éclater la logique de l'histoire et subvertir le message politique par des narrations chaotisantes. Avant de commencer l'analyse des éléments politiques ou apolitiques dans la pièce de théâtre Pierre ou les taches solaires, j'aimerais faire aussi une petite critique parce que j'étais un peu surprise quand j'ai lu l'introduction à la version anglaise de cette pièce et voilà, il y avait quelque chose que je n'ai pas compris et c'est pour ça que j'aimerais mettre en avant cette critique. J'aimerais prendre comme point de départ le concept d'infini du dedans tel qu'il est présenté par Zografy dans son dernier livre qui a comme sous-titre « 6 histoires sur l'homme, la société et l'histoire ». Je fais référence à ce livre parce que je pense que la maladie de Pierre dans la pièce de théâtre homonyme est en fait reliée à un imaginaire apolitique dont les conséquences politiques sont importantes.
La dimension politique n'a donc pas du tout la portée descriptive, historique et programmatique qu'Ilana Orlic lui donne dans un commentaire critique à la fin de la version anglaise du volume Kiss Me, je vais vous le montrer tout de suite, un recueil de 3 pièces écrites par Zografy dans les années 90, paru chez Betty Young's Publishers en 2011. Je vais le montrer à la fin ici. Le texte écrit par Orlic, professeur de littérature comparée à Arizona State University, s'intitule Spectres of Power, History and Politics of the Stage, Peter, the Sun or the Sunspots. Et l'idée principale serait le parallèle qu'on pourrait tracer entre deux personnages historiques, notamment Pierre le Grand, le tsar blanc qui a régné en Russie entre 1682 et 1725, et Staline, le dirigeant rouge qui a régné entre 1928 et 1953. Pour mettre en évidence cette relation évidente aux yeux de la chercheure, elle fait référence à la non-réciprocité ou la substitution asymétrique de leur relation mise en évidence par Kenneth Reinhard dans son texte Kant with Said, Lacan with Levinas. L'étude comparative, affirme-t-elle, serait compliquée par l'histoire, la politique et l'esthétique théâtrale. Je pense au contraire que ce qui complique l'étude comparative jusqu'à la rendre impuissante est le fait que le but de Zografy n'est pas du tout celui de décrire des typologies humaines ou de présenter un paradigme historique, notamment l'autoritarisme des dirigeants russes, mais plutôt la perpétuité de ce modèle, la genèse de la violence à partir d'une déception ontologique. Pour expliquer la stratégie théâtrale de Zografy, j'embrasse plutôt l'opinion de Saviana Stanescu, une autre importante dramaturge roumaine qui vit actuellement à New York, qui souligne dans une étude intitulée New Romanian Drama and Film, Mirror of the Society or Hammer to Shape It, à propos de ce que je viens de discuter avec vous, Hora, l'humour grotesque caractéristique d'une entière génération de créateurs roumains, leur impeccable professionnalisme. Je vais citer Saviana en anglais directement. People laugh while swallowing the bitter comments of the socio-political reality. Elle rappelle aussi les autres caractéristiques de cette génération qui a surenchéri sur la théâtralisation en utilisant des métaphores imaginatives de la scène. Alienation, dark humor, generational gaps, dysfunctionalities, adjustment to the consumerist society, dislocation, exile, fascination with the Western world. Fascination de l'Occident. Pierre le Tsar est lui aussi en proie à cette fascination, évidemment. Il veut certes civiliser la Russie, mais Zografy déplace l'enjeu de la pièce vers son désir démesuré de changer la nature humaine. C'est son interlocuteur, Pierre de la Manque, qui le rappelle à chaque fois à l'ordre, en lui disant que s'il arrivait à changer l'humain, une idée très intéressante, il ne pourrait plus changer la Russie. Donc s'il arrive à changer l'humain, il perdrait la cause de la Russie. Il ne pourrait plus conquérir l'Europe. Déçu par le cynisme de l'homme qu'il avait désespérément cherché, pour lequel il avait fouillé en long et en large la France, Pierre le condamne à mort dans un accès de folie digne de tous les bourreaux qui ont depuis toujours bouleversé le paysage géopolitique de l'Europe. Mais ces raisons sont plutôt des raisons apolitiques. On verra donc. C'est l'interprétation de Zografy. C'est de la crise de l'imaginaire qu'il parle, de la crise ancrée dans l'infini du dedans. Dans le livre d'essai mentionné auparavant, l'infini du dedans est le résultat de la distance inexistante entre l'homme et son soi, entre le personnage et la voix qui articule de manière indéfinie l'équation d'une rencontre impossible. L'homme rate en permanence le contact avec soi-même, vu qu'il ne possède pas de distance juste pour une évaluation d'ensemble. En échange, il projette de nombreux films personnels, des discours avec soi, des mots qui rendent de manière approximative les scénarios divergents de l'infini du dedans. Les grands mythes de l'humanité sont incrustés dans le noyau dur de ce que Zografy appelle la conscience intraductible, qui essaye d'approximer l'infini du dedans. Selon lui, plusieurs générations sont nécessaires afin de pouvoir donner consistance à un mythe fondamental. Et ceci parce que ce que l'auteur appelle l'intraductible a besoin d'alluvions, d'îles et de continents de la conscience qui pourraient transformer en complexité le cliché des typologies humaines. Chaque mythe propose un dilemme en imposant en même temps une solution plus ou moins paradoxale pour une logique du monde qui est en fait inacceptable. Et ça, c'est une idée qu'il répète à plusieurs reprises. Les mythes orientent donc cette idée de l'absurdisme, voilà dont je parlais tout à l'heure, l'absurdisme. La logique du monde est inacceptable. Il faut faire quelque chose pour trouver un marteau pour changer cette logique. Les mythes orientent cette logique inacceptable vers une solution de dernier recours, le magique, le fantastique, le dialogue avec la transcendance ou le théâtre. La logique du monde est inacceptable. Voici un point de départ pour une mise en scène où la fiction prend entièrement l'avant-scène.
Bon, je fais référence à une citation qui me passait par la tête parce que je suis en train de lire Nancy Houston. Réel, ça n'existe pas, affirme Nancy Houston dans son livre L'espèce fabulatrice. En ce sens, les pièces de théâtre de Vlad Zografy sont au plus haut degré l'éloignement de l'archétexte, l'éloignement de l'inéquivocité du sens. Il explose la logique du sens. Il explose la logique du monde. Chez lui, la limite entre l'essentiel et l'insignifiant est presque inexistante. En ce sens, ces pièces de théâtre bouleversent l'ordre du politique, l'ordre de la publicité, l'ordre de la raison. Dans Pierre ou les taches solaires, la première confrontation entre les deux mondes, le monde occidental et le monde oriental, se joue sur le ton de l'exotisme. Rien de plus exotique qu'un spécimen de plus, un tsar dans le cabinet de curiosité du roi. Donc voilà, je vais citer maintenant ça, quelques passages, quelques dialogues de cette pièce qui proviennent de cette pièce de théâtre. Voilà le duc qui affirme « C'est excellent, mon ami. Maintenant qu'on a importé tant de spécimens, il fallait apporter un tsar aussi. C'est un tsar puissant, n'oublie pas. Pierre est le maître de 2 continents. Comment ne pas le recevoir à Paris où nous avons accueilli girafes et rhinocéros? Et puis il y a encore une chose fort importante. Pierre a des projets d'envergure, il veut civiliser la Russie. Olivier, donc, dans ce dialogue, il a bien commencé. Pour bâtir Saint-Pétersbourg, il a fait tuer 200 000 malheureux. Le duc, on exagère toujours. De toute façon, c'est son affaire à lui. Cela ne nous regarde pas. L'important, c'est que le tsar veut se civiliser et que nous allons l'y aider. Nous lui offrirons le modèle français, avec en prime la francophonie. Olivier, Excellence, vous voyez comment ces barbares écorchent les Français. Et dire qu'on a là le gratin de la Russie. Le duc, ils vont apprendre, il faut laisser le temps au temps. Il faut leur donner une chance. Je voudrais bien te voir, toi, exprimer une seule idée en leur baragou. Donc voilà, c'est un extrait de Pierre et les taches solaires. Zografy donne ainsi la mesure de ces délimitations grossières qui exilent les deux parties de l'Europe des deux côtés de la barricade. Donc une autre citation. C'est moi qui ai fait cet extrait, qui ai choisi cet extrait-là en haut. On les gavera tous, toujours le duc, on les gavera tous à satiété de notre gastronomie. On les suffoquera de nos parfums. C'est ainsi qu'on conquiert le monde, non avec des philosophes et des ingénieurs. Aie confiance dans le destin de la France. Louis XV est encore un enfant et tu vois les progrès qu'on a faits. Il y aura un Louis XVI et nous inventerons des vins avec un bouquet plus riche encore. Un Louis XVII et on trouvera de nouveaux parfums. Louis XVIII lancera sur le marché un fromage encore plus puant. Louis XIX fera inventer de nouvelles danses galantes qui envahiront aussitôt l'Europe. Les académiciens de Louis XX inventeront des mots nouveaux, des mots indispensables pour exprimer des nuances ineffables. Et le monde entier, par snobie, sera réduit à les débiter bêtement. Je ne sais pas comment tu regardes ça, Isabelle. Il y a beaucoup d'ironie de deux côtés, de toute façon, c'est sûr. Il y aura beaucoup de Louis, Olivier. C'est ça le destin de la France, une série sans fin de lui. Et Paris restera jamais la capitale du monde. Donc voilà, Pierre chamboule la définition rationaliste des académiciens en leur ajoutant la nuance irrationnelle qui s'approprie la langue, les concepts et qu'on appelle l'archétexte. Tu es des nôtres, les autres, c'est l'ennemi. Voilà l'archétexte de l'espèce humaine archaïque et archipuissant. Structure de base de tous les récits primitifs depuis la guerre du feu jusqu'à la guerre des étoiles. Nous versus les autres. La délimitation du territoire, de l'influence de l'espace vital. Le moment historique présenté par Zografy est celui d'une ère en expansion, non encore atteinte par les idiosyncrasies de la délimitation du multiculturalisme et des politiques de l'identité. C'est une ère où l'action est encore possible. Donc, je souligne ce terme, l'action, parce qu'il est très important. Vous allez voir vers la fin de la pièce de théâtre, c'est vraiment le seul moyen de se sauver, justement là où les repères, les vides métaphysiques fait surface. Donc, par rapport à cette action, de la possibilité de l'action, Pierre, le tsar, ma raison pleut comme un nuage crié du vêteux. La nuage est là-haut dans le ciel, la tête est sur les épaules. Les épaules s'appuient sur un corps robuste, le corps sur une charpente solide. Avez-vous entendu parler de l'auto-anatomie? Non, sir. C'est dommage. Mettez-vous à potasser. On en était où? Aux pieds. Ah oui, les os. L'anatomie finit avec les os. L'auto-anatomie, non. La terre sur laquelle je vis est mon prolongement, elle est à moi. Donc voilà, c'est ça la fameuse auto-anatomie. Il s'attaque également au mythe fondateur du rationalisme occidental. Croyez-moi, la France dominera le monde rien que par le rationalisme. Nul ne comprendra plus rien.
Au mythe du féminisme, Pierre est un homme qui n'hésite pas devant l'incidence de ses désirs. Coco, le putain, lui dit bon, mais la Russie a déjà une tsarine. Pierre, elle en a eu plusieurs. Evdokia, ma première femme, je l'ai envoyée au monastère, Catherine l'y suivra. Le monastère est un lieu très sûr, j'ai l'impression que les tsarines s'y plaisent. Tu plaisantes, Pierre. Donc voilà plusieurs mythes qui l'attaquent de manière très directe, très frontale. Donc c'est vraiment un auteur audacieux, je dirais. Il cherche désespérément quelqu'un qui pourrait lui apprendre comment changer l'homme, comment le civiliser, comment l'arracher à sa monumentale imperméabilité cosmologique. Il veut frayer les chemins de l'action, demandant des conseils au cynique Pierre de la Manque. Donc voilà, vers la fin de la pièce, le dialogue décevant pour Pierre le Tsar, entre lui et Pierre de la Manque, le cynique. Donc Pierre de la Manque, t'as raison, on me reproche que je date, que je manque d'originalité. Le cynisme est périmé depuis 2000 ans déjà, cela est vrai, mais que veux-tu que j'y fasse? C'est pas de ma faute si d'autres y ont pensé eux aussi. De toute façon, l'originalité, très peu pour moi. Seuls les idiots sont originaux. Et la réponse, non, c'est la continuation, c'est ça. Je ne peux tourner le dos à l'histoire. J'ai beaucoup lu. Le diable m'a poussé vers les livres. Je m'en suis fait une drogue, oui, une drogue. Ah, l'histoire est une pute pas trop séduisante. Je dois lui faire la cour et persévérer dans mon rôle d'amant raté. Donc voilà quelques extraits de cette pièce de théâtre. On se tord de rire, maintenant je ne peux pas m'avancer parce que ça prendrait des heures, mais je vais essayer d'analyser, de continuer l'analyse de ça. Quel est donc l'enjeu de cette pièce de théâtre? Qu'est-ce que Zoographie veut faire? Si on suit Badiou, nécessairement, qui déclare dans Rhapsody pour le théâtre que le théâtre n'est rien d'autre que l'action à l'état pur, l'événement que tu as mentionné, dans son déploiement parfait, que le théâtre est la réarticulation figurative de la politique, ce qui implique aussi qu'il est extrêmement difficile de faire du théâtre à partir de la vraie politique, donc Lénine, Mao ou Robespierre sur scène ne signifie pas grand-chose. Quelle est alors l'intention de son auteur dans cette pièce non conformiste? Serait-ce celle de renouer avec le présent et de nous présenter la ressemblance asymétrique entre Pierre le Grand et Staline, la fascination orientale pour l'Occident? Ma réponse, à moi au moins, c'est pas du tout, non. Je serais plutôt en accord avec Janelle Reinelt qui, en analysant la trilogie de Jan Lauwers de la Need Company, arrive à la conclusion que la fonction réelle du théâtre consiste à nous orienter dans le temps, à nous dire où on est par rapport à l'histoire. Le théâtre serait une machine à localiser. Il serait un assemblage esthétique, politique qui produit une relation topologique avec le temps. Donc je cite Janelle Reinelt. Le théâtre est créateur d'événements. Si on suit Badiou et on affirme que le théâtre est l'événement même, l'agencement de l'action, il est certain que l'action s'enchaîne en lui selon des principes différents de ceux qui structurent la politique. Je suis en accord avec Badiou sur le fait que tout théâtre véritable est une hérésie en action qui reformule le sens de l'histoire, mais je suis moins en accord avec lui là où il affirme que le théâtre est la reconfiguration figurative de la politique, peu importe son sujet. C'est justement cette logique de l'événement que Zoographie essaye de bousculer dans la plupart de ses pièces, dès son premier succès, Pierre et les taches solaires. En utilisant le cadre historique, Zoographie dégage la voie à l'expérience ontologique. Il ne veut pas expliquer, comprendre, redonner signification à des événements passés. Sa logique n'est pas une logique historique et politique. Ce qu'il fait est au contraire échapper à la logique inacceptable de l'histoire. Les philosophes cyniques et les bouffons dans la bouche desquels il verse ces phrases chaotisantes ne sont rien d'autre que les projections micro du personnage principal qui n'est pas capable de supporter le vide du sens, et c'est ça une obsession de Zoographie sur laquelle il revient plus tard, sans plus mettre en scène des personnages historiques, le fait que le soleil soit taché, qu'il soit malade d'existence. C'est comme ça que je reviens au titre. En mettant la perplexité du tsar devant la toute récente découverte des taches du soleil en lien avec la méfiance de l'autorité devant la disparition de l'astre tout-puissant, et en faisant référence à la coutume immémoriale de comparer le tsar avec le soleil, donc c'est ce qu'une commentatrice que je mentionnais au début de cette analyse a faite, nous éloigne du cœur même du théâtre de Zoographie. L'auteur ne veut pas décrire la Russie, ni la ressemblance avec Staline. Il s'agit plutôt, dans sa pièce,
De la jeunesse de la violence aveugle à partir du désir trahi de Pierre le Tsar, de percer les mystères philosophiques de Pierre de la Manque, auquel le philosophe répond avec un cynisme tout à fait cohérent, parce qu'il est un cynique, n'oublions pas. Dans une certaine mesure, la pièce de Sographie pourrait être ce que l'auteur de Theatre and Event, Adrian Kerr, appelle une manière de reconstruire l'événement, une manière de rendre compte du siècle européen, du point de vue historiographique et ontologique, comme de quelque chose qui a été vécu, mais aussi sur lequel on a longuement réfléchi. Mais il ne veut présenter aucune vérité historique, aucun miroir de la société. Pierre de la Manque, la Russie est un pays maladivement grand. Tu sais, j'ai toujours dit qu'il n'y avait rien de plus sain que la maladie. Ces microbes, ils sont d'une vitalité, surtout quand ils arrivent de l'Est. Si l'on s'échangeait tous en microbes, l'espèce humaine aurait une chance de survivre. Nous devrions cesser de nous laver comme nous devrions être plus pragmatiques. Pour ce qui est du lavage, on pourrait y parvenir, mais demander à un Français d'être pragmatique, plutôt l'obliger de marcher avec les mains et de manger avec les pieds. À Pierre, que cherches-tu ici? Si tu es venu nous infecter, tu te fais des illusions. Sans doute, tu ne connais pas l'histoire de la France. La maladie, la santé. La barbarie, la civilisation. Le marteau, le miroir. Hammer, mirror. L'Occident, les réfugiés. De quel côté faudrait-il se placer afin de pouvoir comprendre ce qui est apolitique et ce qui ne peut jamais devenir esthétique dans cet agencement d'événements qui nous prend en piège, qu'on le veuille ou non, et qu'on appelle géopolitique. À la fin de son analyse sur la nouvelle dramaturgie et le cinéma roumain, Saviana Stănescu parle du fait que, je cite en anglais, Romanian dramatists and filmmakers are transforming their art into a mirror of the society and a hammer meant to shape the new identities of Romanians. The mirror and the hammer can coexist in art. We can look at ourselves in the mirror and laugh. We can take a hammer and break the mirror in millions of pieces. We can read self-help books of anger management. We can write books, essays, plays and screenplays. Et le théâtre de Zographie, un marteau avec lequel déconstruire et recomposer les bases politiques de l'Europe de l'Est? Je ne le crois pas. Il est vrai que le contexte historique et social d'une certaine époque historique est souvent présent dans ces pièces et il fait recours à des métaphores théâtrales extrêmement puissantes. Mais ce qu'il fait en premier est surtout un processus de sens inverse. Il dénude la nature humaine de tous ses attributs, pouvoir, politique, histoire, et la confronte au manque de sens. Le cri de désespoir de Pierre le Tsar est d'autant plus déchirant qu'il est censé avoir à sa disposition tous les moyens possibles pour contrecarrer le vide du pouvoir. Et voilà, je ne sais pas si je l'ai mis ici, non? Je vais juste vous le lire. Pierre, mais je ne peux plus être russe, j'ai oublié. Je sens me dissoudre, devenir difforme, comme la terre. Autour de moi, toutes les directions ont explosé. Chaque jour qui passe me brûle les tripes et me dissout du dedans. Je dois faire quelque chose. Pierre, aide-moi. Aide-moi, tu es le seul à pouvoir. Fin citation. Le déploiement de l'action, le noyau même du théâtre, est rendu nul par le philosophe cynique. Ça, vous avez la citation. Pierre le Tsar dit à Pierre de la Manque, tu iras aussi au pôle Nord. Donc il essaie de le convaincre Pierre de la Manque de venir en Russie, de l'aider à changer l'humain, de fonder une académie, de fonder une école de philosophie. Et voilà leur dialogue. Tu iras aussi au pôle Nord, là tout est propre, désert, immaculé. Il fait trop froid. Pierre, je vais te le chauffer le pôle Nord. L'argent ne compte pas, des hommes on en a assez. Je mets à ta disposition 100 serviteurs, 1000, 10 000. Foudroyé par une idée. Pierre, te rends compte, à Saint-Pétersbourg, tu écriras ton système philosophique. Pierre de la Manque, mais je n'ai aucun système. Il n'existe pas de système, mon ami. Pierre de la Manque, vos maladies sont irrémédiablement saines. Non, Pierre, laisse-moi contempler la fin de la France. C'est si beau. Il regarde dans le vide transporté. Et Coco, son amie, sa copine, Pierre, la fin de la France, on s'en fout. C'est nos débuts dans une vie nouvelle qui compte. L'activité, mon vieux, il n'y a que l'activité pour faire oublier que la vie signifie la mort. Pierre croit en l'action, fin citation. Pierre croit en l'action au théâtre, mais le théâtre, l'action ne croit pas en lui. La beauté esthétique du déclin de l'Occident ne l'attire pas non plus. La conclusion qui s'enchaîne est tout à fait cohérente, tout à fait logique. La mise à mort du philosophe, c'est ce qu'il va faire, déguerpir la barbarie tout emportée et dévastée. C'est la seule fois, je crois, que le marteau utilisé par Zographie ne manque pas d'équivoque. D'habitude, les fins de ces pièces tournent en boucle, un peu comme dans la cantatrice chauve. Ici, le marteau de Pierre le barbare veut en finir avec la déception de l'histoire, s'envoler vers un espace où l'imagination est non tachée, où le soleil ne souffre pas de maladie.
C'est la maladie de tous les fous d'autorité. Merci. C'est intéressant parce que même si ce texte est le plus connu, le plus fort, c'est Oedipe à Delphi. Parce que là-bas, ils ne discutent pas seulement... Bon, ici, ils discutent France, et c'est pour ça que tu as choisi le texte. Mais là-bas, ils discutent, comment dire, la liaison entre la politique, l'histoire et le destin. Prenons comme prétexte Ellade, la Grèce antique. Et c'est aussi un texte inspiré par la politique romaine dans le post-communisme, par le mouvement de Piazza Universitati, par exemple, où les étudiants ont fait des barricades et ont protesté contre le régime néo-communiste de Ion Iliescu après la chute du communisme, après la révolution roumaine. Mais aussi, il a construit avec une ironie extraordinaire une nouvelle définition du destin, parce que le titre de ce texte est Oedipe à Delphi, Oedipe qui reste à Delphi, et la théorie de son personnage, de Oedipe, de son Oedipe en fait, et si je reste à Delphi, le destin ne va plus. Le destin ne va rouler. Ne va continuer, oui. Voilà. D'accord. Et c'est intéressant qu'il construit là-bas un pré-Oedipe, parce que le texte finit avant que le texte de Sophocle commence. Bon, c'est seulement ça. Parce que tu as fait un très bon close reading sur des morceaux de ce texte de... Ouais. Donc, tu mets le point sur un sujet très intéressant, justement, donc cette obsession de zoographie. Donc, même s'il traite des thèmes politiques, ou je ne sais pas, qui sont liés à des contextes historiques très, très connus, c'est toujours cette obsession qui revient, toujours. Donc, justement, que le destin ne continue plus. Donc, ils mettent un point final à l'histoire parce que l'histoire est toujours décevante. Et voilà parce qu'il parle surtout c'est le seul livre d'essai d'habitude. Donc, on lui a demandé depuis longtemps d'écrire un livre d'essai parce qu'il a vraiment une capacité spéculative hors commun. Mais il ne voulait pas le faire justement parce qu'il se caractérisait lui-même comme un dramaturge. C'est quelqu'un qui s'exprime à travers des personnages, quelqu'un qui voit des idées mises en place, mises en œuvre, mais jamais quelqu'un qui veut spéculer, qui fait faire des théories là-dessus. Et le seul livre d'essai qu'il a écrit, c'est récent, je pense, il y a 2 ans, peut-être même pas, L'infini du dedans, là où il construit pour la première fois, après 20 ans, même plus de carrière, une théorie du théâtre, très semblable par certains points à celle de Milan Kundera aussi, donc justement, quel est le rôle de théâtre de la littérature. Et aussi, dans ce livre de théâtre, il revient à plusieurs reprises sur cette idée. Effectivement, donc, Cervantes, c'est ça qu'il a fait, il a trouvé le mythe de l'absurde, le mythe de Don Quichotte, mais aussi cette idée de l'absurde pour sortir de l'histoire. Donc, justement, il n'était pas quelqu'un, il n'était pas un fou. C'était quelqu'un qui était très lucide par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, sauf qu'il ne pouvait pas accepter ça. Et sa solution absurde, c'est une solution de fuite, c'est une solution qui veut couper en deux la logique inacceptable de l'histoire, du destin, en fait, du destin aveugle d'Oedipe, par exemple. Il veut sortir d'une certaine façon. Même chose pour Shakespeare, il disait dans La Tempête, Prospero, il affirme la même solution, donc une solution magique, fantastique cette fois-ci, tout aussi puissante pour sortir de l'histoire. Parce que l'histoire il y a toujours une déception dans l'histoire. C'est ce qu'il fait aussi dans Pierre ou les taches solaires. Voilà, la réponse de Pierre le cynique est décevante. Donc, quelqu'un qui est tellement intelligent, à tel point intelligent qu'il veut juste voir le destin le déclin de l'Occident, mais qu'il n'est plus capable d'action. C'est quelqu'un qui le déçoit. Donc, l'histoire, quoi qu'on fasse, elle va toujours tourner mal, soit dans des murs qu'on construit. Et pour ça, il essaie de donner, de trouver une solution d'issue. Et cette solution ici, c'est pour ça que je disais c'est un peu extrême. D'habitude, elle ne le fait pas comme ça. Ici, c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est une avant-chambre de Staline. Ce n'est pas le cas, c'est ça que je disais. Je ne pense pas qu'il s'agit justement d'un parallèle. Ça serait trop simple.
entre les deux dictateurs. C'est juste ça qu'à un certain moment, qu'on est à tel point déçu par l'histoire, voilà la solution de Pierre, le tsar, voilà, c'est de déguerpir, d'en finir avec l'histoire. Dans Oedipe à Delphi, il introduit aussi une discussion sur le mass média. Le mass média et le destin. Ouais. Et il transforme Oedipe dans une sorte de médiathèque. Oui. Qui est très intéressant, mais je crois que c'est un peu très spécialisé. Non, mais c'est ça aussi que j'apprécie énormément je pense que c'est vraiment une figure très, très à part dans le théâtre, pas seulement de l'Europe de l'Est, parce qu'il est pas mal connu aussi en Europe. Il a joué aussi dans plusieurs endroits. Et il a vraiment le courage de poser des questions, ce genre de questions, justement, de transformer Oedipe en une médiathèque. Aussi, dans ce livre dont je viens de parler, L'infini du dedans, il se demande à un certain moment comment est-ce. Donc, si, par exemple, une ameube, donc voilà, sort de questions qu'il se pose, et aucun des académiques ne pourrait poser ce genre de questions, mais c'est sa liberté à lui en tant qu'artiste qui fait des spéculations là-dessus. Est-ce qu'il y a une ameube serait capable d'avoir accès à la littérature? Donc, elle pourrait avoir accès à la littérature, et si oui, à quel mythe fondateur de la littérature ou quel mythe elle pourrait comprendre? Et en analysant tous les mythes littéraires, Don Quichotte, plusieurs autres, ils se rendent compte que tous les mythes sont trop compliqués pour la structure de base d'une ameube, par exemple. Mais il y a un seul mythe sur lequel il revient qu'une ameube, par exemple, pourrait comprendre. Vous pouvez deviner lequel? C'est Odyssée. L'Odyssée, justement, donc voilà, chez soi, ailleurs, c'est toute une histoire, toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'organique qui se déploie sur cette base. Être chez soi, se déplacer ailleurs, revenir chez soi. Donc, c'est la seule chose, parce que les autres choses sont trop complexes, justement. Donc, ce genre de discussion, il fait toute une théorie autour de ça qui est très intéressante. Mais juste pour vous dire que c'est vraiment quelqu'un qui a le courage de poser des questions que personne d'autre peut-être ne se poserait plus. Est-ce que tu penses que dans cette pièce, les deux pierres se rencontrent ou s'il existe encore un mur entre l'Est et l'Ouest, entre la France et la Russie? Je pense justement parce que, comme je l'ai dit au début, la pièce étant écrite en 1995, on parlait beaucoup de ce mur. Et je pense que le mur, il est infranchissable là, parce que, voilà, Pierre le Barbare, si on veut l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui croit toujours en l'action. C'est quelqu'un comme un gamin, donc il fait des erreurs capitales, risibles, justement. Il n'est pas civilisé. Et bien sûr que la photographie, il pousse très loin ce contraste pour nous faire rire. Mais c'est quelqu'un vraiment qui voit très loin dans cette non-civilité à lui. Par contre, voilà, Pierre de la Manque, il est vraiment incivilisé, mais je veux dire, quelqu'un qui prend du recul par rapport à la civilisation, mais quelqu'un qui n'est plus capable d'action. Parce que c'est ça, cette idée de zoographie. Donc, ce qui nous sauve, en effet, par rapport au non-sens de l'histoire, c'est finalement la capacité d'agir, l'action, au-delà de justement tout cet tiraillement d'un côté ou de l'autre du mur, par rapport à tous ces doutes qu'on développe, qu'on le veuille ou pas. Et voilà, il y a un mur infranchissable, je pense, entre les deux, parce que la beauté pour Pierre de la Manque, c'est toujours le déclin de l'Occident. Il veut regarder ça, il ne veut pas accepter d'aller en Russie pour faire quelque chose, pour civiliser la Russie. C'est ça que Pierre le Tsar lui propose, mais il ne veut plus bouger. Lui, il aime rester là, il aime, voilà, du point de vue esthétique, il aime admirer le déclin de l'Occident. Et ça, c'est vraiment, parce que je pense que c'était aussi dans les années tout de suite après la Révolution, c'était ce désir justement d'agir, de faire n'importe quoi, mais juste d'agir, d'être capable de s'inscrire dans, je ne sais pas, de faire quelque chose de manière active. Et voilà, on franchissait le mur, on se butait contre le mur, voilà, esthétique, du déclin de cette voilà, contemplation du déclin de l'Occident. Et ça, c'était vraiment infranchissable pour les deux parties. Finalement, c'est ça qu'il fait, il le met à mort. Donc, il redevient le barbare qu'il était avant. Il le met à mort de façon tout à fait voilà, indéfinie. OK.
Oui. Ok, moi aussi, en fait, c'est pas nécessairement une question, mais plus une réflexion personnelle. J'étais à Bucarest à la première de cette pièce au théâtre Boulandra, avec, je me rappelle encore, Cornel Scripcaru dans le rôle de Pierre le Grand. C'était vraiment une magnifique mise en scène. Et je me rappelle que j'étais avec des collègues journalistes et on disait, mais vraiment, il a quelque chose contre la France. Je suis sortie de la salle avec cette sensation, mais vraiment, il paye des dettes. Et je pense qu'il a étudié en France, donc il a habité, il connaît vraiment. Ce n'est pas nécessairement la culture, mais c'est comme tout un système qu'il fustige à travers cette pièce. Et j'ai reconnu un petit peu le même mouvement de critique qui se passe en la littérature postcoloniale. Moi, j'ai fait ma thèse ici sur la littérature postcoloniale. Ici, on a une grande spécialiste, Mme Amaril Chanadi, qui est une grande spécialiste en littérature postcoloniale. Une définition grossière de la littérature postcoloniale, c'est quelque chose qui est fait par des anciens sujets colonisés qui, après la décolonisation, se déplacent dans la métropole et fustigent l'ancien colonisateur à travers leurs outils, leur culture. Mais la littérature postcoloniale reste quelque chose de très anglophone, très local. La France n'a jamais voulu embarquer dans ce mouvement. Donc, parce que pour discuter colonialisme et pour parler littérature postcoloniale, il faut sûrement parler du colonialisme. Or, bon, il y a une différence de la décolonisation, comment la décolonisation s'est produite dans le monde anglophone et celle francophone. En tout cas, mais maintenant, je constate qu'à peine en 2010, la France commence à parler du postcolonialisme, mais c'est à travers le film et pas nécessairement à travers la littérature. Enfin, donc la France n'a pas voulu discuter certaines choses du passé. Et quand je vois maintenant même les extraits que tu as choisis, c'est comme Vlad fait ça. Donc, et je pense qu'il veut prendre la revanche contre le colonialisme spirituel de l'Europe de l'Est. Donc, la Roumanie n'a jamais été une colonie physique de la France, mais nous avons été une colonie spirituelle. Ça veut dire que le modèle culturel, linguistique, 70% des néologismes roumains proviennent de la France. Donc, nous, la Russie, je pense, nous sommes une colonie spirituelle de la France. Et je pense que Vlad Zografi, justement, il fustige un petit peu ce colonialisme spirituel, si tu veux. Donc, moi, je ne pense pas que c'est nécessairement l'Occident qu'il fustige, je vois pas, mais je pense que c'est plutôt la France, et c'est comme si Pierre, c'est nous aussi, les Roumains, et nous avons, pas reproché, mais comme, oui, c'est ça, on se décolonise, on déconstruit ce modèle qui nous a tellement marqués. Mais je pense que même maintenant, nous sommes très sensibles au modèle français, à ce que la France dit. Quand j'étais en Roumanie, par exemple, j'ai reconnu la manière dont la Roumanie regarde le Québec, c'est identique à ce que la France dit du Québec. Oui, il y a toujours une relation, comment dire, une réaction ambivalente. C'est sûr, parce que n'oublions pas, donc, donc si on connaît un peu la biographie de Zografi, effectivement, donc il est parti en France faire un doctorat en physique quantique, qu'il a fini avec vraiment beaucoup de félicitations. Donc il était censé rester en France pour travailler pour l'Institut Marie Curie, je pense, chose qu'il a refusée. Parce que voilà, il avait en tête cette idée de la seule langue qu'il voulait, dans laquelle il voulait s'exprimer, c'était la langue roumaine. Et il est retourné en Roumanie pour écrire en Roumanie. Il avait donc en France, juste à la fin de son séjour, il avait écrit cette pièce de théâtre. Et donc ça lui a donné le courage d'embrasser ce destin duquel il ne s'est jamais délaissé, justement par la suite. Mais n'oublions pas que de l'autre côté, oui, donc voilà la France, le comble de la civilisation, de l'autre côté, quelque chose qu'il veut fustiger. Mais il est un grand admirateur, par exemple, de Eugène Ionesco, donc de Ionesco, qui aussi a vécu en France. Donc c'est
c'est toujours une relation ambivalente et je pense que c'est de cette tension que naissent les beautés culturelles dans la culture roumaine. D'un côté, on se croit les frères de Français, de l'autre côté, voilà, à un certain moment, on veut se défaire justement parce qu'on veut marquer notre, proposer notre empreinte comme lui, il l'a fait. Et pourquoi j'ai choisi, bien sûr, j'aurais pu choisir d'autres extraits, mais parce que je savais justement qu'il y a des Français ici, je me disais, voilà, ça pourrait soulever un débat très intéressant de comment, par rapport à comment les Français sont perçus de l'autre côté du mur à l'époque, c'est plus le cas, et comment nous, les Roumains, l'Europe de l'Est, voient l'Occident. Donc c'est une relation ambiguë. De l'autre côté, c'est sûr, c'est toujours une histoire biographique. C'est un choix qu'il a fait, effectivement. C'est pas le seul. Sabato a fait le même choix. Il était censé rester en France pour faire des études donc une carrière en physique quantique, même chose, sauf qu'il s'agissait d'une période plus lointaine. Il a choisi d'aller en Argentine parce qu'il il voulait écrire en espagnol. Donc c'est un choix radical et bien sûr dans un choix radical, il y a beaucoup de choses qui doivent être encore masse rédigérées, qui reprennent surface, qui refont surface, pardon. Et donc voilà, chez lui c'est la même chose. Mais ça c'est la beauté justement de l'art. Ouais, je suis d'accord qu'il aime. Il y a beaucoup de tension là, c'est sûr. On dit on aime bien, on châtie bien. On aime bien si on châtie bien, je sais pas, bien. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on n'aime pas. C'est sûr qu'il doit beaucoup au modèle français et c'est pour ça qu'il se permet d'aller aux racines et il le fait très bien. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas, c'est pas une relation haine avec, c'est sûr, c'est une relation d'amour et d'admiration. Ouais. Sinon il y aurait pas de l'art. Il y aurait juste un discours politique. Mais dans l'art, on a les deux côtés. Ouais.